Bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau spécial. Les assises nationales sur l'exploitation des véhicules de la catégorie poids lourds se sont tenues du 11 au 12 décembre à l'immeuble Arambeau de Libreville. Elles ont réuni les représentants de l'administration publique et les opérateurs privés avec en ligne de mire de proposer des solutions adaptées aux différentes problématiques de développement des activités économiques, de mobilité et de sécurité. Et pour en parler, je reçois M. Léandre Tsagui, il est inspecteur des services au ministère des Transports. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation de Gabon 24. Merci, c'est un honneur. Merci. Ouais. Monsieur l'inspecteur, d'entrée de jeu, comment fait-on pour obtenir un permis de conduire poids lourd à ce jour en République gabonaise? C'est une question difficile, c'est une question aussi simple. Cette question a été débattue lors de ces assises, rassurez-nous. Parce que tout simplement, vous savez, au Gabon, il n'y a que 5 catégories de permis. La A, la B, la C, la D et la E. La E, vous savez, à partir du C et du D, le E, ce sont des véhicules attelés. Il se trouve que quel est le centre de formation pour les véhicules attelés? Point d'interrogation. C'est vraiment une refonte profonde que le CTRI a à faire ici au niveau du ministère des Transports, parce que c'est une question fondamentale, essentielle, parce que c'est d'ailleurs ce qui justifie qu'il est facile de trouver nos compatriotes, nos amis expatriés à la conduite de ces véhicules que des Gabonais. Parce que pour qu'un Gabonais obtienne un permis C et D, E, il doit prendre à peu près 5 ans à partir de son B. Alors qu'un expatrié peut venir avec sa fiche d'enregistrement et obtenir toutes les catégories via les obligations qui sont celles de la Convention de Genève. Donc, justement, M. Léandre, pardonnez-moi, mais vous ne répondez pas à ma question. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même des conducteurs qui sont détenteurs de ces permis. Comment les obtiennent-ils? Oui, il faut s'inscrire simplement dans une auto-école, passer la catégorie C et la catégorie D, et à partir de là, pour la conduite des véhicules attelés, vous avez des centres professionnels qui existent. Il y en a pas beaucoup, très peu. Et puis vous avez des organismes, des institutions ou des entreprises qui font de la formation de leurs employés pour disposer de ces permis. Et donc, vous l'avez dit, il n'y en a pas beaucoup. Quelles sont à peu près les recommandations qui ont été faites au cours de ces assises, justement peut-être pour augmenter la capacité et peut-être améliorer aussi la formation des conducteurs? Oui, ça c'est le 3e palier. Il y a eu 3 panels durant ces assises. Le premier panel portait sur la mobilité et sur la circulation de ces grumiers, les différents éléments de caractéristiques, les heures de circulation. Justement, à ce propos, aujourd'hui, que prévoit la réglementation? Est-ce que ces véhicules ont le droit de circuler à tout moment? Ce sont des recommandations qui ont été faites. Vous savez, en matière de sécurité routière, il est difficile de concilier sécurité routière et nécessité économique. La nécessité économique nous oblige à apporter, à transporter assez de produits, si vous voulez, surtout la particularité qu'il y a au Gabon, surtout les conteneurs chargés de billes transformées ou bien de billes d'Okoumé. Mais à ce moment, il y a aussi la sécurité des personnes le long des voies de circulation. Dans le décret 837, c'est l'article 51, 50 d'ailleurs aussi, qui dit que normalement, l'entreprise doit faire l'expression, d'abord exprimer son besoin auprès de la Direction générale des transports terrestres, qui, à partir de la quantité de mètres cubes à transporter, définit un parcours. Et de ce parcours-là, on donne une périodicité jusqu'à ce que ça se termine. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est quoi? On a aujourd'hui institué un transport exceptionnel qui porte sur les véhicules qui sont des transports de grumiers, qui sont exceptionnels, franchement, qui sont exceptionnels. D'ailleurs, ça a été beaucoup débattu parce que l'exceptionnel, il a été défini par le code CEMAC, mais les exceptionnels tels qu'on les a aujourd'hui ici, il n'y a pas de définition. Ça ne colle pas à la définition telle qu'elle est précise. Et puis aussi, le transport, le déplacement qu'on voit n'est pas respecté. Donc, concrètement, monsieur l'inspecteur, quelles sont les heures de circulation de ces véhicules? Parce qu'on le voit quand même. Si, franchement, ce serait méchant de ma part et puis pas honnête de dire qu'il y a des abus, il y a des conduites désespérantes. Mais ça, c'est lié à comment dire ça? C'est lié au comportement individuel, au comportement des individus. Mais ils savent bien qu'à certaines heures, c'est-à-dire l'arrêté 29 et l'arrêté 111 définissent des heures.
Ils savent bien qu'au-delà des 18 heures, ils doivent s'arrêter. Et qu'est-ce qui a été proposé dans ce sens, finalement? Des réflexions ont été menées sur la circulation des grumiers. Des réflexions ont été menées sur la révision du 111. Des réflexions ont été menées sur la révision de la dérogation de l'exceptionnel, tel que c'est fait aujourd'hui. Il s'agit de redéfinir les heures tout en prenant en compte les besoins de fourniture de la ZIS d'Ongkok, si vous voulez. Justement, à ce propos, il a été l'un des objectifs, on le sait, était justement d'harmoniser la mobilité. Mais pourquoi avoir proposé des mesures pour l'ensemble des véhicules poids lourds et des mesures exceptionnelles pour les grumiers de la zone d'Ongkok? Le Gabon fait partie, vous le savez, des grands producteurs de bois au niveau de la sous-région. Et nous tenons à ce que la ZIS d'Ongkok continue à demeurer telle ou à continuer à avoir le même niveau de production. Le choix de la ZIS d'Ongkok, ne s'applique pas uniquement à la ZIS d'Ongkok. Il faut savoir que c'est une décision qui est prise sur le transport de grumes. C'est une dérogation qui est faite sur le transport de grumes, mais la ZIS d'Ongkok ne peut pas exceptionnellement, uniquement à elle, avoir des arrêtés particuliers, je pense. Alors, les participants ont recommandé de renforcer les procédures d'inspection et de certification donc, des véhicules à moteur en vue de garantir leur conformité et leur sécurité. Aujourd'hui, quels sont les documents que devrait détenir un conducteur de véhicules poids lourds? Il y a des obligations. Il y a des obligations qui sont faites. Ces obligations existent dans le 837. Ces obligations sont, par exemple, la visite technique. Mais il faut savoir qu'au Gabon, les bancs de visite technique de poids lourds, ça n'existe pas. Ça, c'est un élément extrêmement important à comprendre. Il faut aussi partir du fait que nous sommes aujourd'hui au niveau du ministère des Transports et on l'admet au niveau du ministère des Transports, puisqu'il y a des sanctions qui ont été prises à l'endroit des 2 centres de contrôle technique qui bénéficient, excusez-moi, entre parenthèses, de conventions de concession habitam aeternam, puisqu'il y a une reconduction tacite qui a été mise dans les conventions qui ont été signées. Pourquoi ont-elles été sanctionnées, inspecteur? Mais parce que tout simplement, il y a trop d'irrégularités. Il y a le non-respect de la convention, non-respect des cahiers des charges. Il y a la délivrance des actes de contrôle technique sans que ces véhicules ne disposent de contrôle technique. Parmi les différentes recommandations, on a évoqué la nécessité pour le ministère des Transports de reprendre ses prérogatives. Comment on le conçoit? Mais c'est une compétence de l'État. C'est à l'État de réécrire le cahier des charges. Parce que vous savez, jusqu'à un passé récent, le cahier des charges c'était plutôt de la littérature. Franchement, c'est important. En toute sincérité, il faut le dire. Maintenant, il faut un cahier de charges qui doit être un cahier de charges technique, qui prend en compte les aspects environnementaux, qui prend aussi en compte les aspects de la typologie des véhicules, surtout de grands gabarits. Et surtout, il a été recommandé dans le cadre de la circulation de ces gros porteurs, ce qu'on appelle les signalisations complémentaires. C'est-à-dire, en dehors des cathodes qui existent, il existe des signalisations complémentaires qu'ils doivent avoir et des règles strictes en matière de convoyonnage. D'accord. Et règles strictes en règle de convoyonnage. Vous avez également évoqué la question de la formation, améliorer la formation et l'obtention d'un certificat d'aptitude à la conduction donc, de ces poids lourds. Qu'est-ce qui a été décidé concrètement? Ce n'est pas une recommandation d'aujourd'hui, ça date depuis 2004. C'est le décret 126 qui prévoit un certificat d'aptitude à la conduite professionnelle, qui le prévoit, et beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont dormi sur cette situation, sur ce décret-là. Aujourd'hui, il s'agit de ramener ce décret, de le mettre au grand jour et de mettre en place des dispositions pour que ce décret puisse être appliqué. Puisque l'application du décret nécessite la mise en place d'un manuel de formation. Ce manuel de formation n'existe pas. Les centres de formation font des formations, malheureusement d'ailleurs, ça rejoint certaines personnes qui font des formations à la conduite sans qu'il n'y ait de manuel de formation. Il n'existe pas de manuel de formation actuellement sur le territoire gabonais pour la conduite des véhicules de poids lourds. Donc à partir de ce moment, quelles sont les propositions qui ont été faites? La mise en place d'un manuel de formation à la conduite,
la mise en place d'un arrêté qui fixe la conduite préventive et défensive. Il s'agit seulement d'apprendre aux conducteurs la prise en compte du risque, la prise en compte de l'action face au risque, de des types de réactions. Et puis l'inspecteur. Et puis la suspension surtout, la révision des conventions. La mise en place d'un manuel, de conduite, mais ça, ce n'est pas pour demain la veille qu'on pourra entrer en possession. Non, c'est rien du tout, ça se fait déjà. Il suffit seulement de le mettre sous la forme d'arrêté et puis de décret. Il y a des formations qui se font déjà. Il suffit de prendre ce qui est déjà fait, de le mettre, de l'actualiser et puis d'en faire des textes simplement. Parmi les différents sujets évoqués, on parlait également de la levée des contraintes qui pèsent sur les auto-écoles. De quoi s'agit-il concrètement? Bon, les contraintes sur les auto-écoles, je crois que ça, c'est un débat. Vous avez les moniteurs d'auto-école. Les moniteurs aujourd'hui d'auto-école, il n'y a plus eu de formation de moniteurs d'auto-école depuis plus de 10 ans. Donc, ça veut dire ceux qui forment aujourd'hui les conducteurs de véhicules. D'ailleurs, je crois que nous allons bientôt lancer une inspection sur ça. Les conducteurs de véhicules ont-ils un certificat pour être des moniteurs d'auto-école? Ceux qui aujourd'hui ouvrent des auto-écoles ou bien font de la formation à la conduite. Parce qu'il est important de comprendre que la formation à la conduite est un référentiel du niveau d'accident. Plus vous avez des formateurs, excusez-moi, entre guillemets, nuls et qui n'ont aucune formation à la base, malheureusement, qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils ne vont produire que des conducteurs indélicats. Mais comment ça s'explique? En fait, on est autant d'auto-écoles qui prolifèrent. Par exemple, ici, à Libreville, ils ont bien des autorisations de pouvoir exercer. Ils ont des autorisations, mais c'est ça le rôle de l'inspection. Nous allons inspecter. Vous savez, la restitution des institutions nous impose à revoir ou à mettre les pieds là où on ne devait pas mettre les pieds. Je crois que cette fois, les assises ont pour recommandation de restructurer ce fonctionnement, restructurer ce type d'organisation. D'accord. Ouais. À l'instant, vous parliez de prendre déjà l'existant, de faire avec, de pouvoir donc mieux organiser et de permettre donc ces formations sur les véhicules de poids lourds. Ouais. Les auto-écoles, on le sait, n'ont pas les types d'engins appropriés pour pouvoir passer le permis C, D ou E. Comment feront-elles finalement pour pouvoir faire passer ce type de permis? Il y a tellement d'abus. Il y a tellement d'abus que souvent, il est difficile d'en parler. Tellement d'abus. Parce que déjà, il n'existe pas de permis CD. Il existe de permis C et de permis D. C'est deux permis distincts. Et en dehors du D, vous avez le permis E qui sont attelés. Au Gabon, l'obtention du permis E se fait par demande. Il faudrait qu'on cesse. Il faudrait qu'il y ait des centres de formation. Et c'était ça l'objectif du 128. Le 128, le décret 128, venait restructurer le transport de marchandises et de personnes. Les gens qui conduisent aujourd'hui sur le territoire avec des gros porteurs, je crois que c'est sur le tas qu'ils ont appris. Parce qu'en vérité... Parce qu'il n'y a pas de centre de formation. Il n'y a pas de centre de formation de poids lourds en dehors des centres spécialisés. Aujourd'hui, vous avez 2 ou 3 centres qui font dans les permis G. Aujourd'hui, quand on regarde un peu, vous l'avez dit, avec tout ce qu'on peut constater comme abus, et justement pour des questions de sécurité, il est urgent d'avoir donc des centres de formation dans ce domaine. Absolument, absolument. Je crois que les opérateurs ou bien les bailleurs peuvent s'intéresser à ça parce que c'est vraiment urgent. Surtout que au Gabon, sur la circulation des gros porteurs, vous avez essentiellement des personnes, des expatriés qui conduisent, et ce serait bien de gaboniser ce secteur-là. Bien de gaboniser ce secteur, on le sait, l'État a d'ailleurs un projet dans ce sens, d'initier des formations à grande échelle à la conduite d'engins poids lourds, mais il y a une mesure qui a été prise pour la suspension du retrait de permis de conduire. La suspension, le décret de suspension de permis de conduire existe depuis plus de 20 ans. Il existe ce décret, c'est le décret 96. Il est prévu qu'il y ait une commission nationale de suspension et de retrait de permis de conduire qui est présidée par le directeur général des transports terrestres. Parce que derrière le chapeau du directeur général des transports terrestres, il y a la présidence de cette commission de suspension et de retrait de permis de conduire, où il est aussi président de la commission nationale du permis de conduire.
ce chapeau, dans cette commission de suspension de retrait de permis de conduire, il y a le procureur qui est membre. Sauf qu'il y a eu une erreur. L'erreur, c'est que lorsque ce décret a été pris, il n'y a pas eu d'arrêté d'application. Par exemple, la question qui se pose, c'est comment fait-on pour suspendre, comment fait-on pour retirer? Puisqu'il y a le retrait administratif, il y a le retrait juridique, il y a le retrait médical. C'est comme il y a la suspension médicale, suspension administrative et suspension que j'ai dit juridique. Et donc jusqu'à présent, en réalité, ces mesures n'ont pas eu d'effet. La commission n'a jamais siégé. La commission n'a jamais siégé. La commission, en dehors de cette commission, vous avez le comité interministériel de sécurité routière qui existe, qui est présidé par monsieur le Premier ministre. Ces organes existent. Au niveau du Gabon, les organes existent. C'est maintenant la mise en exécution, la mise en marche de ces organes qui pose problème. Ces organes existent. Par exemple, aujourd'hui, vous savez, dès que vous commettez des accidents, lorsque vous êtes un conducteur qui a été déjà avéré en état d'ivresse, mais vous savez que normalement, on peut vous retirer votre permis au Gabon, puisque le permis n'est pas votre propriété, c'est la propriété de l'État. Et la Commission nationale de suspension et de retrait de permis de conduire est là, puisque celui qui vous délivre le permis est celui qui vous suspend le permis de conduire. Et cette commission de suspension et de retrait de permis n'a jamais siégé. Très bien. Alors, mais la question c'est, à quand est-ce va-t-elle se décider à siéger finalement? Ils me suivent. Ouais. Je crois que c'est la parole de l'inspecteur. Ils n'ont qu'à... Autre point abordé, il a été recommandé l'application des textes réglementaires dans la délivrance de la fiche d'enregistrement des véhicules poids lourds et qui prévoit donc des tests de connaissances. Moi, ce qui sérieusement me surprend, c'est que là, c'est l'ancien directeur général, parce que j'étais directeur général des transports terrestres, qui vous parle. Il existe un texte, l'arrêté 141, je pense, qui met en place une commission telle que le prévoit le code CEMAC, un contrôle de connaissances. Le président de cette commission, c'est le directeur général des transports terrestres. Cette commission dit, vous pouvez avoir le permis B, ce qui est normal parce que la Convention de Genève de 1949 le prévoit. Mais à partir du permis C et D, qui sont des permis qui donnent l'emploi, là, vous devez passer un contrôle de connaissances. Au lieu qu'on vous délivre directement la fiche d'enregistrement, puisque la fiche d'enregistrement n'est pas un permis, mais mon Dieu, ce n'est pas un permis de conduire. C'est une reconnaissance que vous avez. Monsieur l'inspecteur, vous nous évoquez un ensemble des textes qui sont existants. Oui. Mais est-ce que, en pratique, justement, les responsables de l'administration les font appliquer? Est-ce qu'il y a des opérations de contrôle de connaissances? Il n'y a aucune opération de contrôle de connaissances. Le texte existe. Le texte il a été pris depuis 2016. Hein. Ce texte existe. Je fais partie de la commission, d'ailleurs, du comité qui avait écrit ce texte-là, parce que nous étions face à un dilemme. Il y avait d'abord un arrêté 79 qui disait lorsqu'on faisait la reconduction, le renouvellement, si vous voulez, des permis de conduire, il fallait absolument tenir compte du renouvellement du permis d'origine pour que ce permis soit à jour. Mais il se trouve que la personne peut habiter en Chine. La personne peut avoir eu son permis en Chine ou bien au Nigeria. Cette personne qui travaille au Gabon, va-t-elle voyager, aller jusqu'en Chine pour convertir son permis ou renouveler son permis et revenir renouveler sa fiche d'enregistrement? Nous avons dit non. Les coûts étaient tels qu'il y avait une incitation à la corruption et puis à la corruption et puis des abus. Il fallait trouver une solution. Et la solution qui a été trouvée, c'était de mettre un élément tampon qui était la commission qui devait gérer le contrôle de connaissance de ces personnes qui ont les permis de catégorie professionnelle. Et c'était aussi un filtre. Mais non, malheureusement, lorsque, vous savez bien, dans l'administration, quand vous mettez une chose en place, il n'y a pas de mission en vérité. Très bien. Donc, monsieur l'inspecteur, on vous entend et on voit bien que ces assises ont permis effectivement de défricher tout ce qu'il y a comme défi au sein de ce secteur. Et qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Normalement, ce qui est prévu actuellement, c'est la mise en exécution des recommandations. Parmi les recommandations, vous avez la révision de 141 sur ce qu'on appelle la visualisation des gros porteurs. On a revu les éléments sur le dimensionnement des gros porteurs, sur la définition même du
grand gabarit et puis de l'exceptionnel au niveau gabonais, de prendre en compte ce que le code CEMAC dit, c'est-à-dire un véhicule isolé de 12 mètres et puis l'autre de 15 mètres, ainsi de suite. Et puis de revoir, une des recommandations fortes, c'est de revoir les conventions de concession qui ont été faites au centre de contrôle technique pour que ceux-là, réellement, soit ils agissent, soit on les ferme. Donc il faut... soit ils agissent, oui, soit on les ferme. Ils respectent la réglementation nationale. Qu'ils respectent la réglementation nationale. Monsieur l'inspecteur, il y a également une école qui était en construction, mais qui n'a pas encore ouvert ses portes. On parle du centre de formation Mohamed IV, c'est bien cela. Oui. Est-ce un centre de formation où il pourra être enseigné, justement, où il pourra avoir des formations dans le domaine de la conduite? Bon, si ça s'ouvre, ce serait une aubaine pour le territoire gabonais. Et puis, il y a même mieux, jusqu'à des auxiliaires de transport. Vous savez, certains accidents sont liés au fait que vous allez chez un vulcanisateur, il vous serre mal les roues, il vous serre mal les roues, et puis vous avez un accident. Soit la roue s'enlève. Deuxièmement, vous avez aujourd'hui la loi 35 qui met en place les auxiliaires de transport routier. Ces auxiliaires de transport routier sont connus, puisque c'est le chapitre 3 qui le prévoit. Il suffit si, par exemple, le centre de formation pouvait former des Gabonais dans ces métiers, mais ce serait une aubaine pour le pays. Des Gabonais qui doivent être formés dans ces métiers. Quand on vous écoute, monsieur l'inspecteur, on voit bien qu'il y a beaucoup de défis à relever, mais on le sait. Comment on peut expliquer le fait que ces transporteurs d'engins lourds, qui, on le sait, quand un accident survient, peut être un accident grave. Et d'ailleurs, on le voit sur la nationale, il y a parfois des engins qui sont renversés et là, les causes peuvent être multiples. Elles peuvent être de type mécanique, elles peuvent être de type humain également. Qu'est-ce qui peut expliquer que ces engins circulent librement en ville ou en dehors de la ville? C'est la conduite inappropriée. Mais il y a aussi l'Organisation générale de la mobilité au niveau de nos zones. Pourquoi les grumiers doivent arriver jusqu'au 5 ? Et les solutions ne viennent pas seulement uniquement des décisions sur les transporteurs qui sont parfois déviants, sur les conducteurs qui sont aussi déviants, ou bien il y a aussi le comportement général. Les décisions qui doivent être prises doivent être en amont sur toute la structure, si vous voulez, sur toute la structure qui fait le transport, c'est-à-dire comment peut-on concevoir que boire et conduire peuvent être compatibles? Comment peut-on concevoir qu'il y a des dépassements sur la route nationale et qu'on permet à des grumiers de circuler dans les voies des zones d'habitation? Pourquoi à ce moment il n'y a pas d'aménagement de voies de contournement? Pourquoi il y a énormément d'expatriés dans ce secteur? Je veux dire, la décision sur le transport, c'est une décision qui doit avoir une approche systémique, globalisante. Elle doit globaliser parce qu'elle prend en compte tout le monde. L'un des points cruciaux quand même reste le contrôle. Vous parliez parfois de ces conducteurs qui peuvent consommer de l'alcool avant de prendre le volant. Comment arriver à contrôler? On n'a pas forcément des technologies comme sous d'autres cieux où on peut vérifier le taux d'alcool pour un conducteur. Comment faire? Quelles sont les propositions qui ont été faites? Mais oui, il y a des études de tests. La Direction générale de la sécurité routière mène souvent des campagnes en collaboration avec le Rotary sur des études de tests fréquemment, mais ce sont des campagnes qui sont ponctuelles. Franchement, il faut qu'elles soient pérennes. Il faut renforcer aussi le fait que les gendarmes ne doivent plus se contenter de les arrêter, de demander les documents afférents à la conduite. C'est une expression qu'ils aiment bien employer. Mais il faut voir si le conducteur est ivre ou pas. Il faudra vérifier son alcoolémie, vérifier les comportements et même le temps de conduite, puisque c'était l'un des débats forts, en vérité, de ces assises, de dire une personne ne peut pas conduire pendant 3 heures, 4 heures de temps. Et qu'est-ce que vous attendez au niveau de Libreville ou de Congo? Ce sont souvent des accidents. Donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait un temps de conduite. Et ce temps de conduite peut être contrôlé via des tachygraphes, via des GPS, via un centre de contrôle de la circulation des véhicules de poids lourds. Et c'est déjà une idée qui a déjà été mise en place. Et je crois qu'il y a un arrêté là-dessus qui met en place ce contrôle GPS, si vous voulez, pour parler simplement,
véhicules. Nous sommes quasiment arrivés au terme de ce plateau spécial, monsieur l'inspecteur général. Que peut-on retenir en 2 mots? Vraiment, on a fait un tout petit peu le tour, mais aujourd'hui, que peut-on retenir? La mise en place de centres de formation? Mise en place d'un centre de formation pour renforcer les capacités des transporteurs, des chauffeurs, si vous voulez, parce que le mot transporteur, c'est un gros mot, des chauffeurs. Mise en place d'une nouvelle réglementation sur les transports poids lourds et interdire la circulation à certaines heures ou dans les zones extrêmement dangereuses. Les implications plus grandes de ces opérateurs dans la structure qui est celle de la voie, dans l'organisation et dans l'aménagement de voies, pour qu'ils soient effectivement responsables des dégâts qui peuvent être portés sur la voie par les tonnages qu'ils portent, qui sont souvent au-delà de l'acceptable. Donc, effectivement, respecter également le tonnage des véhicules? Oui, ce que le code CEMAC prévoit, c'est 50 tonnes, mais parfois, on le voit. Hein. Quand nous qui circulons, parfois, on le voit. Donc, vigilance, renforcer la vigilance, renforcer le contrôle. C'est tout pour ce plateau spécial. Monsieur Léandre Tsagui, vous êtes inspecteur des services au ministère des Transports. Ouais. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Merci beaucoup. J'espère avoir été suffisamment clair. Mais la seule chose à retenir, c'est que la sécurité routière est une responsabilité commune. Je rappelle que nous nous entretenions sur les assises nationales sur l'exploitation des véhicules de la catégorie poids lourd. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.